On a créé ça quand il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois. Et c'est Kofi Annan qui m'a demandé de réunir des dessinateurs chrétiens, juifs et musulmans. Et puis après, il m'a dit tu devrais créer une association qu'on a appelée Cartooning for Peace, grâce à lui, Dessin pour la paix. Et moi, je ne savais pas où je mettais les pieds parce que je ne savais pas ce que c'était que de faire du bénévolat. Et en fait, j'ai fait du bénévolat pendant 15 ans en étant président de l'association Cartooning for Peace. Et j'ai embauché des personnes et j'ai appris à diriger une équipe. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si je sais pas si j'ai toujours bien appris à diriger une équipe, mais en tout cas, j'ai dirigé une équipe qui maintenant fait 11 personnes et qui permet de rassembler des dessinateurs du monde entier, toujours des chrétiens, des juifs et des musulmans, c'est très important. Et là, on vient de faire venir encore des dessinateurs syriens, libanais, mais du monde entier. Et quand c'est des Syriens et des Libanais, on leur dit attention, vous êtes bien au courant que dans Cartooning for Peace, il y a des Israéliens. Voilà, parce que des fois, il y en a qui nous font un sketch, et on leur dit non, on rassemble tout le monde. Et ça, c'est ça m'a énormément apporté de travailler avec une équipe, et grâce à l'équipe, c'est incroyable. On a été amené à rencontrer des dessinateurs du monde entier. Comment ça se passe? Vous avez parfois des discussions entre les différents dessinateurs, bien sûr, par exemple, parce que c'est ce problème de multiculturalisme, oui. Et comment on va s'exprimer, par exemple, un dessinateur jordanien ou palestinien ou vis-à-vis Israël ou vice-versa. Exactement, enfin, exactement. Quel type de discussion, qu'est-ce que ça peut donner? Ah bah ça c'était le centre de toutes les exactement. Et ce qu'on a fait 20 ans plus tôt avec Mitterrand, le roi de Jordanie, Shimon Peres, Arafat, en fait, sans le savoir, j'intégrais déjà l'idée que rassembler des dessinateurs. D'ailleurs, on est la seule association mondiale où personne n'est d'accord à l'intérieur. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire, on est d'accord sur rien. Sauf l'association des Côtes arabes, c'est un peu la même chose. Sauf une chose, le débat. Le débat. Voilà, on est d'accord sur rien, mais le débat, et c'est génial d'apprendre. Vous étiez avec nous à Mons quand il y avait Zlatovski, le russe. Bon, on montre un dessin de Zlatovski, qui est un dessinateur russe, qui a toujours eu des ennuis à l'époque de Brejnev et maintenant à l'époque de Poutine, tout le temps. Bon. Et le gars est vivant. Hein. Et il n'a jamais été en prison. Et on expose un de ses dessins sur les migrants. Et alors c'est un trognon de pomme, comme une pomme qui a été mangée, comme ça. Il y a une forteresse Europe en haut, avec des migrants qui arrivent et qui essayent de grimper. Voilà. Et vous étiez là aussi à Moscou? Non. Et nous, on met ce dessin en grand, 2 mètres de haut. Hein. Et alors pour nous, on voyait le dessin, on disait, tiens, c'est un dessin intéressant parce que ça montre la forteresse européenne qui se défend contre les migrants, des trucs comme ça. Et lui, il nous dit, dans la conférence de presse, il dit, oui, c'est bien que vous ayez mis ce dessin parce que vous, en Europe, vous êtes vraiment trop cons, hein, vous accueillez tout le monde. Hein. Et alors je regarde le dessin, je dis, ah ouais, d'accord. Eh bien, on a gardé le dessin, vous voyez? On garde le dessin dans nos expos, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est ça qui est bien, vous voyez? Et c'est ça qui est une richesse dans Cartooning for Peace. C'était pas prévu, et je dis, mais je ne suis pas d'accord, mais à la fois on le met quand même. Et ça, c'est la force de Cartooning for Peace. Ça, et on est très fiers de pouvoir... D'ailleurs, quand je suis allé au Brésil, il y a un dessinateur qui est très connu dans le monde arabe qui s'appelle Latouf. Et on rigolait ensemble. Et Latouf, c'est un dessinateur qui ne fait que des dessins. Il ne fait pas partie de Cartooning for Peace. Il fait que des dessins pour défendre les Palestiniens. Quand il y a des bombes qui tombent sur les Palestiniens, il fait des dessins que tous les dessinateurs du monde arabe, tout le monde arabe reprend. Et alors, je suis allé voir à Porto Alegre, au Brésil. Et je lui dis,
mais tu fais jamais rien quand il y a un attentat contre un civil israélien? Il me dit non. Alors je dis, et je réfléchis dans ma tête, je me dis, après tout, il a le droit. Je ne suis pas d'accord avec lui, je lui dis que je ne suis pas d'accord, mais c'est très intéressant de discuter avec un type, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je me dis, après tout, il a le droit de choisir son angle, je n'ai pas à lui dire, tu dois dessiner, voilà. Et alors, débat au sein de Cartooning for Peace avec Kishka, le dessinateur israélien, qui est un ami depuis très longtemps, que j'ai revu là il y a 2 jours, et Kishka, je lui dis, écoute, tu sais, on devrait faire un débat avec la touffe. Il me dit ça, Jean, jamais. Et donc, voilà. Bon, voilà, ça c'est la vie de la liberté d'expression, et je comprends la sensibilité de chacune et de chacun, et je comprends pourquoi il y a des malentendus. Pourquoi on a créé Cartooning for Peace? C'est que quand il y a eu déjà les fatwas contre les dessinateurs danois, et plus grave encore, le drame de 2015 avec les dessinateurs de Charlie Hebdo, on s'est dit, là vraiment, on comprend aujourd'hui à quel point nos images peuvent être susceptibles d'être mal comprises et manipulées, parce que je ne suis pas fou non plus, elles sont manipulées, nos images, par des gens qui sont des fois innocents et des fois très mal intentionnés. Faut savoir que quand il y a eu le drame de Charlie Hebdo, il faut savoir qu'à Islamabad, où je devais faire une exposition d'ailleurs à Islamabad en 2015, je me souviens encore, l'ambassadrice de France me téléphone, me dit, écoutez, on va peut-être attendre un peu, c'est peut-être pas le moment de faire une exposition. Et là, ils sont incroyables. Je ne sais pas combien ils sont, mais à Islamabad, c'est énorme. Une exposition pour dire, c'est bien fait. Et voilà, là, ils sont 800 000 en Tchétchénie pour dire, c'est bien fait. Alors après, quand on apprend qu'il y a alors je ne dis pas qu'il faut surveiller tous les Tchétchènes, pas du tout. Mais quand on apprend qu'il y a un Tchétchène qui a coupé la tête d'un enseignant en France, on se dit, mais il y a un travail à faire avec ces gens-là. Et j'adorerais aller en Tchétchénie d'ailleurs. Vladimir, il est allé en Tchétchénie et c'était passionnant. Voilà. Et on a beaucoup de choses à apprendre, rien que pour leur dire cette chose. Les dessinateurs danois, comme les dessinateurs de Charlie Hebdo, jamais ne se sont levés un matin pour dire on veut humilier 1,5 milliard de musulmans. Or, et je les connais tous, or, c'est comme ça que ça a été compris. C'est comme ça que ça a été mal compris, et c'est comme ça que ça a été manipulé. Parce qu'évidemment, il y a des gens, il y a des imams en Égypte qui ont utilisé les dessins et qui ont fait croire que l'Europe voulait humilier les musulmans. Évidemment, ni les dessinateurs danois, ni les dessinateurs de Charlie Hebdo n'avaient ça en tête. D'ailleurs, quand je suis allé à Copenhague, c'est là que j'ai compris, dès 2006, avant 2015, qu'on allait vers des drames. Je n'étais pas capable de dire quel genre de drame, mais quand j'ai vu Kurt Vestergaard, le dessinateur danois qui est le plus connu à Copenhague, il m'a invité chez lui, il m'a montré sa salle de bain qui est un bunker, qui est comme un sous-marin. Voilà. Et 3 fois, ils ont été, des fondamentalistes ont essayé de le tuer à la hache. Et à chaque fois, voilà. Et ce dessinateur me dit, c'est une tragédie tout le temps, parce que tous les dessinateurs danois, dès 2006, ont été accompagnés, comme moi aujourd'hui, par des policiers. Mais c'était, je me souviens que, et je remercie les policiers qui m'accompagnent, mais je me souviens que les Danois me disaient, mais que tout d'un coup, ça sonnait à la porte. On leur disait que c'était les policiers, et les gars, ils arrivaient à 30, et ils fouillaient partout tout d'un coup. Donc, ce qui fait que les familles étaient terrorisées. Et donc, ça a été comme ça pendant des années. Et moi, je suis allé au Proche-Orient, je suis allé dans le Maghreb, et j'ai dit, attendez, là, il y a un problème, il y a des gens qui comprennent autre chose. On fait des dessins. Ça, c'est avec Cabu et Wolinski il y a quelques années. Ça, c'est le procès contre Charlie Hebdo, où j'ai assisté au procès.
procès quand ils ont... Le premier procès Charlie Hebdo, c'est en 2007. Et là, il y avait des fondamentalistes qui ne supportaient pas les dessins de Cabu, de Tignous et les autres. Mais ils ne supportaient pas, mais c'est un procès. Et moi, qui connais bien les gens de la mosquée de Paris, et eux, ils savaient bien, les gens de la mosquée de Paris, qu'ils allaient perdre le procès. Mais ils m'ont dit, on voulait faire le procès quand même. Je suis allé voir les gens de la mosquée. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir tout le monde. Il faut aller discuter, essayer de s'enrichir, de comprendre où est le malentendu. Où est le malentendu. Et ça, c'est passionnant. Et c'est pour ça qu'on a créé, avec Kofi Annan, Cartooning for Peace. On a réuni des dessinateurs du monde entier. Ça, c'est un Kishka qui est là. Lui, c'est Norio, qui est un dessinateur japonais. Bugada, que je n'ai pas eu au téléphone depuis 20 ans, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Voilà, bon. Vous avez des Chinois On a des Chinois qui ne sont pas là, mais on a un Chinois qu'on a fait venir au Festival de Cannes. Il s'appelle Pisan. Et alors en Chine, pour comprendre comment ils peuvent s'exprimer, comment ils ont le droit, oh là là. Alors j'y arrive, mais il faut un tête-à-tête. Il faut presque que je les menote, que je mette un projecteur pour que je sache qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. J'exagère, hein. J'exagère, mais c'est pas facile de savoir ce qu'ils ont dans le ventre, mais à la fois c'est passionnant de discuter avec les dessinateurs chinois. Et d'ailleurs, moi-même, qui ai fait des dessins sur, par exemple, la Covid, eh ben, j'avais fait ce dessin-là. Je vous le dis parce que c'est pas facile de faire des dessins, même en France. C'est-à-dire qu'on a on n'a pas de leçons. Évidemment, on peut dire ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Liban. Non, mais d'accord. Mais ce qui se passe chez nous, ça, ce dessin-là, je l'ai fait en janvier 2020, pour Le Monde. Donc, je dessine le président, je dessine un... On ne savait pas, moi je ne savais pas ce que c'était qu'un pangolin. Bon, je dessine un pangolin, bon. C'est rigolo à dessiner, déjà, bon. Il paraît que ça se mange. Très franchement, j'ai vu des images, ça donne pas envie. J'ai dessiné des chauves-souris, bon, bah voilà. Et on est en janvier 2020, c'est pour vous dire quel est le politiquement correct d'une époque. On oublie ça, comme le macartisme dans les années 50 aux États-Unis. Et je dessine ce gars-là. Donc, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan, dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire 5, je sais pas quoi. Bon. Le fait même, en janvier 2020, de dessiner, on ne sait pas si c'est une chauve-souris, on ne sait pas si c'est un pangolin, on ne sait pas ce qui se passe à Wuhan, mais à la fois dire, en janvier 2020, le début c'est 2020, de dire, il s'est peut-être passé quelque chose, parce que moi je n'ai pas la réponse. Et moi qui fais des expositions dans les hôpitaux en France, alors j'ai posé la question peut-être à au moins 2000 ou 3000 médecins. Et je leur dis, alors vous pouvez peut-être me le dire, vous pensez que c'est quoi? Qu'il s'est passé quelque chose dans le laboratoire? Et très franchement, de ce que je crois avoir compris, aucun ne me dit, ils ne savent pas, ils pensent que c'est certainement un animal, mais ils ne savent pas plus. Okay, et il y a même eu l'OMS qui est allé en Chine, même dans le laboratoire de Wuhan. Ils ont été reçus comme les Russes accueillent les gens dans la centrale nucléaire. Bon, ils sont repartis, ils ont dit, oh, on était là, bon, d'accord. Mais donc on ne sait pas. Mais à la fois dire, on ne sait pas, mais on suppose, en janvier 2020, c'est là où ça nous rejoint. Qu'est-ce qu'on peut dire dans nos sociétés occidentales, en France, en Allemagne, en Europe de l'Ouest, qu'est-ce qu'on peut dire Or, je présente mon dessin comme tous les matins, quand j'ai travaillé 50 ans au Monde, et tous les matins, je proposais 5 ou 6 brouillons. Et lui faisait partie des brouillons. Et les premières fois, il ne faisait pas partie des dessins qui étaient pris. Je m'en fous, c'est pas grave, parce que quand je tiens à un dessin, il finit par passer. Alors au début, je dis rien. Au bout de 10 fois, je dis quand même, j'ai fait ce dessin-là, vous pourriez quand même... Ils disent rien. Je l'ai présenté 50 fois. Et il a été publié en décembre 2020. C'est-à-dire qu'entre janvier et... voilà. Et il a été finalement... Pourquoi? Parce que j'ai mis du temps à comprendre, parce que personne ne m'a expliqué.
parce que là encore, il faut interpréter les silences au journal. En fait, publier ce gars-là dès janvier 2020, c'est déjà supposer qu'on est peut-être conspirationniste. Faut se mettre à l'époque. À l'époque, Montagnier, notre prix Nobel, laissait entendre qu'il y avait un séquençage de l'HIV, du sida, qui avait peut-être été manipulé à Wuhan, qui avait été mélangé à la cellule du coronavirus pour inventer un virus nouveau. C'était dans l'air. Et là, je me dis... Et là, pour un oui ou pour un non, en janvier 2020, on pouvait être traité de conspirationniste. Et être conspirationniste, ça veut dire peut-être être, je ne dis pas être guillotiné le soir même, mais je n'oublie pas cette période. Je n'ai pas été guillotiné, mais j'ai été convoqué à l'ambassade de Chine. Parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit on n'aime pas vos dessins. Est-ce que vous pouvez venir? Alors c'était en janvier 2020. Et je devais venir avec l'équipe de Cartooning for Peace. À la fin, j'étais tout seul. Bon. Et je me retrouve avec le numéro 2 de l'ambassade. Et c'est là où, moi je ne connais rien de la Chine. Hein, et là, ils m'ont invité à dîner. C'était pas prévu, ils m'ont invité à dîner. Donc ils m'ont fait manger, apparemment c'était du 4 étoiles. Mais je mangeais d'une drôle... J'étais à l'intérieur de l'ambassade. Hein. Donc je mangeais d'une drôle de manière. Et en fait, c'était très bon, mais bon. Et en fait, on a parlé de tout, sauf de mes dessins. Et à chaque fois que j'en parle avec des responsables qui connaissent la Chine, ils me disent oh, ça c'est la Chine. Hein. Voilà. Et j'ai encore rien compris à ce rendez-vous. Bon, enfin, voilà. C'est comme ça. Et donc le boulot du dessinateur, c'était avec Jules de Charlie, qui a bu de Charlie Hebdo. Voilà. Et on a fait des rencontres tout le temps, partout. Ça, c'est le roi, le nouveau roi. Il y a des Anglais ici. Eh bien, respect. Voilà. Ça, c'est le dessin que j'ai fait la veille, évidemment. Et j'ai fait un petit clin d'œil à Paddington. Parce que c'est vrai que c'était très émouvant, cette séquence avec Paddington. Moi, j'ai adoré. James Bond, c'était génial. En parachute, là. Ah, moi, ça m'a plu. Mais je suis gogo, hein. Je suis... comment on dit gogo en anglais? On dit gogo pareil? Question d'accent, peut-être. Midinette, comment on dit midinette? Midinette. Alors, il paraît que... Alors, tiens, quand je suis allé aux États-Unis, on parlera tout à l'heure du politiquement correct et du second degré. Qu'est-ce que le second degré? Ils ne connaissent pas aux États-Unis. Alors, il paraît qu'il y a plutôt des Américains, c'est ça? C'est mélangé. Et comment on dit second degré aux États-Unis? Comment vous dites second degré? Subtexte? Comme un sous-titre? Sous-entendu? Ah oui, mais... Quelque chose entre les lignes. Ah, between the lines, c'est pas mal ça. Ah oui. Oui, c'est pas mal. Mais les Américains, ils ne connaissent pas mais il manque la touche. Il manque, dans tout ce que vous dites, il manque la formule, l'ironie. Vous voyez, entre les deux, ouais, d'accord. Décalé, moi je veux bien, mais je voudrais qu'on rajoute l'ironie. D'ailleurs, je vous le dis en passant, j'ai appris un truc il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui sont habillés en Agnès B. En t-shirt Agnès B, pantalon Agnès B. Elle, je sais que oui, parce que... Non, vous connaissez pas Agnès B? Bon. Vous connaissez la signature d'Agnès B? Alors, vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est pas un B. Ah, c'est pas un B. C'est pas un B. C'est la signature de Plantu détournée. Oh bah, elle m'aime bien, mais pas à ce point-là. Donc ça, vous savez, ça, c'est un point d'interrogation. Bon, la signature d'Agnès B, c'est ça. Et ça s'appelle le point d'ironie qui existait en 1850 en France. Je ne sais pas si c'était le cas. Et en fait,
notre époque, où je devrais presque signer dans tous mes dessins, je voudrais presque rajouter, après, à côté de ma signature, pourquoi pas, le point d'ironie. Parce que maintenant, on se rend compte que, attention, on se calme. Quand il y a quand je suis allé à Chypre, que j'ai rencontré des dessinateurs orthodoxes et musulmans à Chypre, ils m'ont dit, mais les dessinateurs danois, les dessinateurs de Charlie, ils sont fous. Je dis, mais t'es dessinateur, tu sais ce que c'est que l'ironie, tu sais ce que c'est que... Il dit, oui, mais là, on rigole pas. Je dis, mais il déconne. Tu as compris Et toi, quand tu me montres tes dessins, tu déconnes. Il dit, oui, mais pas le prophète, non. Et donc, je lui dis, mais, donc, tu sais ce que c'est que l'ironie. Et des fois, ils font semblant de ne pas savoir ce que c'est que l'ironie. Et ça, c'est incroyable. Et donc ça, pour moi, c'est un point qu'on devrait apprendre dans les écoles. Dire, attendez, l'ironie... Des fois, dans les écoles, il y a des gamins qui me disent, ouais, mais vos copains, d'ailleurs, ils sont morts, ils ont été assassinés, c'est bien fait. Bon, déjà, ça fait plaisir. Et en plus, ouais, vous dessinez des trucs sur le prophète. Je dis, mais attends... c'est du second degré, on s'en fout du prophète, on n'en a rien à foutre du prophète. Nous, on est des dessinateurs politiques, on n'est pas des dessinateurs religieux, on se moque des fondamentalistes. Alors ils font semblant encore de... Parce qu'ils font semblant de ne pas comprendre, parce qu'ils font des blagues entre eux, et ils savent ce que c'est que l'ironie. Je dis, ta copine, quand elle a un trou à son pantalon, à son jean, ça veut dire qu'il faut que je lui paye un jean tout neuf? Ben non. C'est la mode, c'est de l'ironie, c'est pour faire joli. Elle ne s'est pas déchiré son jean sur les grilles de l'école. Elle l'a fait exprès, elle l'a même déchiré elle-même. Ah ouais, d'accord. Et donc ils font semblant de pas... Ils savent très bien. Parmi les 12 dessinateurs danois, il y a un dessin que j'adore. On voit le prophète qui accueille, ou c'est Allah, qui accueille dans les nuages un djihadiste qui s'est fait exploser, qui est mort. Et Allah lui dit, j'ai plus de stock de vierges. Bon ben moi j'adore. Eh ben c'est une blague égyptienne avant de le faire en... Mais quand c'est des Égyptiens qui font la blague en Égypte, ça passe. Mais quand c'est un Danois, Copenhague, on dit, oh, il doit se foutre de notre gueule, et donc on n'aime pas. Et donc ils ont brûlé des drapeaux danois partout. Enfin bon. Et ça c'est incroyable. Et c'est là où je me rends compte que il faut réapprendre à se parler, à communiquer. Est-ce que je peux... Allez-y, oui, si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Là, un peu l'avocat du diable, quand vous parlez d'ironie, ouais. Mais c'est très français, donc quelque part, n'est-ce pas, une sorte d'imposition de la culture française non. sur... Mais non, je suis un nain à côté des dessinateurs britanniques. Je suis un nain. Quand je vois Steve Bell, quand je vois Dave Brown, oui. Quand je vois Peter Brook, mais j'ose pas. Quand il dessine la reine, mais jamais j'oserais dessiner la reine comme ça, jamais. Oui, mais alors donc ça revient. Et eux, leur ironie. Alors là, moi je suis au dessin égyptien sur Allah et les Vierges, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, on peut se moquer des siens. Oui, exactement. Et c'est interprété comme... j'ai défendu... Si c'est quelqu'un d'autre, étranger... Exact. J'ai défendu un dessinateur... français, il n'y a pas longtemps. Où est-ce qu'il est, vous allez voir, il avait fait un mot sur le mot transgenre. Il a fait le mot transgenre. Il dessine des pingouins. J'adore son dessin. Je vais vous le retrouver. Et il a été traité. Vous voyez, ça c'est un dessin que... Il y a des sujets de dessin qu'il vaut mieux éviter. Bah oui, ça il vaut mieux éviter. Voilà, ça c'est... Ça c'est un dessin. Vous voyez, à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais les photocopieuses existaient. On est en 92, on signe le traité de Maastricht, et Mitterrand va voir la reine, va voir le... Et
pour blaguer, parce que mes rédacteurs en chef en 92, ils étaient un peu coincés, on a une expression, un balai dans le cul, comme on dit en anglais. Comment on dit avoir un balai dans le cul? Oh, faites pas semblant de ne pas savoir. Oh. Non, non, un balai dans le cul, c'est mieux. Ah, mais c'est pas un steak dans un steak, non, un steak dans le cul, je sais pas ce que c'est. Un stick, c'est un bâton. Un bâton dans le cul, oui. Mais le balai, j'aime bien. Je préfère le balai. Comment on dit balai en... Broom. Broom in the quoi? In the ass, voilà. Bon, alors j'ai fait ça pour les... Parmi les 10 dessins que j'ai faits sur Maastricht, j'ai fait ce dessin-là. Alors, ils l'ont tous mis en photocopieuse. Alors, et 3 jours après, je rencontre Jacques Lang, qui était ministre de la Culture. Il me dit « Mais c'est quoi ce dessin que vous avez fait avec la reine? Je ne l'ai pas vu dans le monde. » Et c'est là que j'ai compris que le réseau social qui n'existait pas s'appelait photocopieuse. Et là, c'est devenu le dessin que j'ai fait ce jour-là. Personne ne sait ce que j'ai fait. Par contre, ce dessin-là, tout le monde l'a vu. C'est incroyable. Voilà. Alors, je cherche toujours mon pingouin. Voilà, c'est peut-être... Voilà. Ah, oui. Il a fait « Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenue ma mère, est-ce un inceste ?» Moi, j'adore. Mais aujourd'hui, moi, je préfère me faire renverser par un autobus tout de suite. Hein. Et d'ailleurs, ça a été un scandale. Je l'ai défendu. Et d'ailleurs, le fait que moi, je le défende, c'était très casse-gueule. Parce que ça veut dire, ah oui, alors d'accord, vous vous moquez de... Je dis non, je défends un dessinateur qui s'exprime. C'est pour vous dire à quel point notre société est devenue complètement folle. Et je ne sais pas ce que c'est que le macartisme des années 50, mais ça y est, on est en plein dedans, ça y est, on est dedans. Il faut accepter, ça va passer. Hein. Dans 20 ans, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants diront « Putain, en 2022, c'était comme ça ». Mais il va falloir leur expliquer « Ben oui, c'était comme ça ». C'est incroyable. Est-ce que vous voulez que je réponde à... Je peux, ouais. Est-ce que ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo et les dessinateurs danois ouais. vous a changé votre façon? Vous avez non. pensé, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas une deuxième réflexion avant non. de faire quelque chose? Non. Non, parce que je fais comme tous les dessinateurs du monde de la planète. Il y a toujours un moment où ils disent « ça je vais le faire, ça je ne vais pas le faire ». Et partout où je suis allé, d'ailleurs j'avais défendu un autre dessinateur qui s'appelle Ciné, qui a été viré de Charlie Hebdo, parce qu'il avait fait une phrase qui n'était pas antisémite, mais qui a été manipulée et médiatisée pour dire qu'il était antisémite, et il a été viré. Et j'ai fait un dessin pour le défendre, et à ce moment-là, j'ai été traité d'antisémite. Dans la même semaine, je suis traité d'anti-chrétien, anti-tout. Voilà, j'ai droit à tout. Je suis le gars qui déçoit tout le monde. J'ai l'habitude, je vis avec ça. Je ne connais pas un groupe qui n'ait pas été déçu. Oui, allez-y. Oui, pardon, je ne vais pas vous couper. Vous avez évoqué deux choses. Vous avez évoqué d'abord la menace extérieure qui pèse sur les dessinateurs de presse. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des pressentiments à partir de 2006. Pour les photographes, ça devient un peu la même chose. Moi, je situe ça plutôt aux événements de 2001. Vous, avec le spectre de votre carrière. Ah, c'est intéressant. Vous me direz tout à l'heure quelles sont les photos que vous ne voulez pas faire parce que vous savez que vous allez avoir des ennuis. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Et la deuxième chose, c'est sur alors l'ironie ou le manque d'humour. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a des dessins qui ne passeraient plus, ouais. Au sens propre et figuré, même en conférence de rédaction. Vous disiez à l'instant qu'en 92, déjà, vous aviez des rédacteurs en chef qui n'étaient pas forcément très marrants. Alors, sur 50 ans, est-ce que vous avez connu une période où on pouvait rire de tout Alors, je vous demande, je vais presque me mettre à genoux pour que vous me croyiez, toute une des opinions à laquelle j'ai tenu, quand je fais le bilan, j'ai eu des engueulades, hein, comme dans une famille, hein, on est dans la même famille, on s'engueule, ça oui, il y a plein d'engueulades. Mais une opinion à laquelle je tenais, elle a toujours été imprimée. J'ai même fait des dessins qui se moquaient des nationalistes terroristes corses,
que mon directeur du Monde détestait alors qu'il était corse. Et quand je fais le bilan, je regarde tous mes dessins imprimés, et tous ont été imprimés. Alors, imprimés après une engueulade à la Kalachnikov, hein, vraiment. Hein. Mais à la fin, il était imprimé. J'ai une question. Après Charlie Hebdo, il y avait quand même un débat sur, et puis ça remonte toujours, et il me semblait que c'était plutôt les anglo-saxons qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec les Français et comment ils faisaient l'humour, qu'on ne peut pas se moquer de tout. Cette idée de... Enfin, j'ai eu l'impression qu'en la presse en Angleterre comme aux États-Unis, ouais. Il y a certains sujets qu'on va pas, on veut pas bien sûr. Se moquer des dominés, enfin voilà. Ce débat. Ou des dominants. Moi, je suis allé au Japon. Je venais faire un dessin avec Mitterrand la tête coupée. Parce que j'y étais en 89, on faisait le bicentenaire. Bon. Et je fais des Français qui manifestent avec la tête coupée de Mitterrand. Et là, il y a un blanc au Japon. J'ai fait quoi? Alors je regarde mon dessin, j'ai fait quoi? Et ils me disent, mais attendez, déjà l'empereur, c'est inimaginable. Mais vous dessinez votre président et en plus vous lui coupez la tête? Et là, ils rigolaient plus du tout. Et quand je suis allé en Haïti, je dîne avec la fille du Premier ministre. J'étais en Haïti. Et alors je m'installe au restaurant, moi, et on mange, c'était sympa. Et je lui dis, c'est quoi cette histoire de zombies là? Il me dit, rigolez pas avec ça. Je dis, les zombies? Je rigole pas avec les zombies. Il me dit, j'en ai rencontré, elle me dit, j'en ai rencontré 2 en venant au restaurant. Oh là, alors j'ai mangé mes crevettes, j'ai pas... Et je me suis dit, bon... Alors après, j'ai demandé à mes copains dessinateurs à Haïti. Il me dit, t'as dit ça? Mais on ne touche pas, Il y a des tabous. En Tanzanie, les albinos, ils ne font pas de dessin sur les albinos. Quand je suis allé à Madagascar, j'ai appris, je ne savais pas, que les dessinateurs ne touchaient pas au... Il ne faut pas rigoler avec les jumeaux, parce que les jumeaux se portent malheur. Et d'ailleurs, il y a un village en Madagascar où ils tuent un des 2 jumeaux, parce que ça porte malheur. Voilà. Une fois qu'on sait ça, on se dit, voilà. Le pain, en Corse, moi j'adore les Corses, j'adore aller en Corse, il ne faut pas le retourner. Il y a d'autres régions où c'est pareil, mais là encore c'est encore moins drôle. Donc si vous retenez le pain dans certaines régions, ça peut mal se terminer. Voilà. Une fois qu'on le sait, mais il faut le savoir, c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle une carte des tabous. Il y a des tabous partout. Et tous les dessinateurs du monde entier, ils disent ouais, je vais faire ça, et ça, ah non, ça j'y touche pas. C'est quoi ces cartes Une carte des tabous, ça vous pouvez le voir sur le site de Cartooning for Peace. C'est une carte qui montre les tabous de tous les pays. Ah oui. Et on dit, ah oui, ça on peut pas, voilà. Alors pour certains, c'est le prophète, évidemment, bien entendu. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc vous mettez ça pour indiquer aux dessinateurs que... Regardez, on est en Turquie, on m'a envoyé ça de Turquie. Il y a un député qui ne supporte pas, c'est une bouche d'incendie, il croit reconnaître les seins de sa femme. Mais j'y peux rien, il demande à changer les bouches d'incendie. Franchement, il faut se faire soigner. Mais c'est l'époque, hein. Et ça, plus les réseaux sociaux, le gars, ils sont en train de changer les bouches d'incendie. Attends. C'est comme on a affaire à des malades. Le gars qui a décapité Samuel Paty, le Tchétchène, il ne supportait pas que sa femme lui achète du Caprice des Dieux, le fromage. Parce que Caprice des Dieux, fromage polythéiste. Fromage polythéiste, mais va te faire soigner, connard. Voilà, Et du coup, j'ai acheté 30 Caprices des Dieux dans mon frigidaire, j'ai bourré mon frigidaire comme si j'étais le Jean Moulin de la Résistance. Je ne vais pas me laisser faire par ces connards. Et j'ai mangé du Caprice des Dieux pendant 3 semaines. Ouais, chacun fait la résistance comme il peut. Hein. Voilà, c'est ça, c'est comme ça tout le temps. Je peux vous montrer des exemples. Vous voyez, Norio, le dessinateur japonais dont je vous ai parlé, au moment du drame de Samuel Paty, l'enseignant qui a été décapité, il est au Japon et il fait
Macron en train de décorer Samuel Paty. Je téléphone à Nouriot. Je dis, mais attends, merci pour le dessin, mais tu l'as fait où? Ils me disent, je l'ai fait pour l'Asahi Shinbun. 14 millions d'exemplaires. Je dis, mais attends. Et là, je comprends qu'un dessin comme ça, si moi j'avais fait ça, on aurait dit, vous rigolez, on est tous en train de pleurer, et vous faites ça? Mais là, c'est des Japonais qui, des fois, ne supportent pas d'autres choses, mais là, pour eux, c'est un vrai hommage. C'est incroyable. C'est, qui c'est qui disait ça? C'est Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Je sais pas, c'est Pascal? Je sais pas. Bon, vous vérifierez sur Google. Je pense que c'est Pascal, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être Montaigne? Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je réponds à tout ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est un dessinateur libanais, je vous en parlerai. Vous avez peut-être une question? Oui, allez-y. Juste, comment vous êtes devenu caricaturiste politique? Eh bien, petit à petit, en étant amoureux des dessins de Hergé, Tintin, en étant amoureux de Reiser, un dessinateur qui dessinait un personnage qui s'appelait Gros Dégueulasse. Et Gros Dégueulasse, c'était un gros, très gros, mal rasé, avec un mégot et avec un slip. Il était toujours à poil. Et quand il se masturbait dans sa salle de bain, au moment où il éjaculait, il se regardait dans la glace, il disait « Broadway ». Oh, et je trouvais ça drôle, j'avais 15 ans. Et je me disais « Broadway, ah ben c'est bien ». Et j'adorais les dessins de Reiser. Et alors, il dessinait toujours son petit personnage qui s'appelait Gros Dégueulasse, en slip, toujours avec une couille qui dépasse. Et j'adorais, je me disais, ah, c'est fort. Je trouvais que c'était bien. Bon. Et puis j'adorais Hergé, j'adorais Tintin, j'adorais Astérix, j'adorais Sampé, voilà. Et puis j'ai raté mes études, voilà. C'est comme ça. Et puis j'ai commencé des études de médecine pour faire plaisir à mes parents, mais bon, je comprenais rien. Et donc à la fin, j'avais rien. Et quelle chance, entre guillemets, hein, parce que je le souhaite à personne, de n'avoir rien. Il y a un moment où on se dit, bon, qu'est-ce que je sais faire? Je voyais bien mes crobards. Et à l'époque, j'avais une petite amie, avec qui j'ai fait 4 enfants quand même, mais elle avait 17 ans. Et je disais, mais j'adore tes dessins. Elle venait en mini-jupe. Elle s'est même inscrite en médecine, dans mes cours de médecine, pour me faire foirer mes études de médecine, que j'ai foiré tout de suite. Et elle m'a encouragé. Et si elle n'avait pas été là, en 68, jamais je me serais lancé dans la caricature. Et puis comme j'aimais le journal Le Monde, voilà. Alors je suis d'abord allé à Bruxelles pour faire une école de BD. J'avais pas d'argent. J'y suis resté 3 mois. Je suis revenu à Paris. Ensuite, j'ai vendu des meubles au Galeries Lafayette, voilà. Et puis, j'ai présenté mes dessins au journal Le Monde. Et puis, j'ai eu la chance, au bout de plusieurs mois, hein, d'être reçu par un rédacteur en chef qui me dit « Ah, c'est pas mal ». Et puis, au bout de plusieurs mois, il y a eu un dessin, 2, 3, 5, voilà. Et je ne savais pas que je rentrais dans une profession qui s'appelle dessinateur de presse. C'est incroyable, hein. C'était pas un de vos dessins qui était la première fois que Le Monde met Non. couleur? Ah non, ça a été un dessin d'un copain qui s'appelle Chenez, qui a fait un dessin avec une couleur sur Israël. Et d'ailleurs, ça commençait fort parce que déjà, il avait dessiné, l'armée israélienne avait décidé de réagir à une attaque de terroristes. Il avait dessiné l'étoile de David, dont un des triangles était un couteau. Et plus grave encore, c'est le premier dessin en couleur dans le monde. Le couteau était prolongé par une tache de sang rouge. Oh, le pauvre! Il en s'en est pris plein. Évidemment qu'il a été traité d'antisémite. Mais il a travaillé 20 ans au Monde, quand même, malgré tout. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il aurait été exécuté sur la place publique. Hein. C'est quoi la différence aujourd'hui avec les réseaux sociaux? C'est que il y a de moins en moins de rédacteurs en chef dans les journaux qui acceptent de publier des dessins
On le voit avec le New York Times, qui a décidé du jour au lendemain de dire on a trop d'ennuis avec un dessin qui, pour moi, n'était pas antisémite, mais ils l'ont jugé comme antisémite. Ils ont dit on a fait une erreur. Quelle erreur? Quelle erreur de dire on a fait une erreur. Enfin bon. Ensuite, ils ont viré le gars qui avait accepté son dessin dans la page éditoriale. En plus, il y a quelqu'un du New York Times? Il n'y a pas quelqu'un du New York Times? Comment? Avant. Vous étiez avant. Et moi, j'étais étonné qu'il n'y ait pas un débat au sein du New York Times pour dire, mais attendez, on va se calmer d'abord. Mais les réseaux sociaux étaient tellement forts. Vous savez, quand les réseaux sociaux décident que celui-là, il est antisémite, il est foutu. C'était Benjamin, c'était Netanyahu avec Ouais. Trump en chien. C'est ça, oui. Ouais. C'était ça. C'était ça. Et moi qui connais bien le dessinateur portugais qui a fait ce dessin-là, je le connais bien, il s'appelle Antonio, c'est un immense dessinateur. Je vous le dis tout de suite, jamais j'aurais fait ce dessin-là. Mais moi, je défends ce dessinateur qui n'est pas antisémite et qui a tout à fait le droit de dessiner. Parce qu'on lui a, parmi les reproches, on lui dit ouais, mais vous avez fait Trump avec la kippa. Mais quand Trump il va à Jérusalem, il met la kippa. Et moi, quand je vais au mur de lamentation, je mets la kippa. Pourquoi vous n'aurez pas fait ces dessins? Parce que je connais les mauvaises. Si je veux critiquer une intervention israélienne, je fais ce que j'ai à faire. Je vous montrerai. Hein, j'ai du matos, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je sais les choses où ça va partir en sucette. Partir en sucette, je ne sais pas comment on dit. Comment on dit partir en sucette C'est une de ces expressions françaises qui est intraduisible. Si, je suis sûr que. En toupie? Ça va partir. Out of control, ouais, it's been out of control. Ce qui veut dire Que partir en vrille, oui. Ouais, Mais en sucette, c'est encore mieux. partir en Mais- vrille, c'est français. Oui, c'est mieux. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, moi, je connais Charlie Hebdo, on parlait de qu'est-ce qu'on peut dessiner, qu'est-ce qu'on ne peut pas dessiner. Il y a plus de 30 ans, a publié des dessins d'un dessinateur que j'adore, qui s'appelle Vuillemin, et qui travaille encore à Charlie Hebdo. Il avait fait un livre qui a été publié d'abord en dessin dans Charlie Hebdo, et qui s'appelle Hitler égale SS. Et Hitler égale SS, c'est un livre que je trouve formidable, qui fait de l'humour sur la Shoah. Humour, Shoah, déjà, bon. Et parmi un des dessins que j'adore, il y a deux Allemands dans un camp de la tragédie de la Shoah qui montrent un déporté qui dit « Tu te rends compte, il est 11h du matin, ils sont encore en pyjama. » Moi, j'adore ce genre de blague. Moi, ça me fait rire. Mais aujourd'hui, si vous publiez, si Charlie Hebdo, qui l'a publié il y a 30 ans, faisait ce dessin-là, c'est la mort de Charlie Hebdo. Et ils ne sont pas fous. Évidemment qu'ils ne publieront jamais maintenant ce dessin-là. Jamais. Donc il y a une deuxième réflexion que vous faites. Mais je vous dis, il y a tout là, on est 50 à dire ça je vais le faire, ça je ne vais pas le faire. Et je ne connais pas un dessinateur, je ne connais pas un être humain, là, qui me dise, moi je me permets tout ce qui me passe par la tête. C'est pas vrai. Il y a toujours un moment, oui mais pas ma mère, pas mon grand-père, pas ma belle-sœur, voilà. Il y a toujours un moment, ah non, rigole pas avec ça. Et pourquoi pas celui-là? Ah ben moi pourquoi oui celui-là? Non, d'accord. Pourquoi vous ne feriez pas ça? Parce que je sais que je serai traité de tous les noms pendant. Je serai. C'est comme. Vous nous avez dit que vous étiez très confortable. Oui, mais parce que pour critiquer Trump et critiquer Israël, j'ai aucun problème. Oui. Mais j'ai d'autres moyens. Ah, ok. J'ai Quels moyens, d'autres. par exemple? Comment? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous voyez ça de votre façon de faire? J'en ai fait des tonnes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'en ai tellement fait. C'était quoi au moment de... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? L'ambassade américaine à Jérusalem, ce dessin. Certainement. Si, vous avez raison. Si. Vous avez peut-être fait quelque chose vous-même. J'en ai fait. Tiens, ben ça, regardez par exemple. Ça, vous voyez, faire ce dessin-là, Oui. qui est
qui est un dessin contre le mur de... J'en ai fait des plus... Je tombe sur celui-là. Qui est contre le mur de séparation. Je suis contre le mur de séparation. Et l'opportunité fait que je me retrouve avec Shimon Peres, président d'Israël. Et à la fois, il y a tout le monde de staff de Shimon Peres qui dit, vous n'avez pas montré ce dessin-là quand même. Je dis, ben si, puisque je suis avec le président. Alors donc je sors mon dessin, je le montre à Shimon Peres, qui est évidemment pas d'accord avec mon dessin, évidemment, c'est normal. Et les gens de l'entourage de Shimon Peres me font comme ça d'un air de dire, mais c'est pas vrai qu'il le fait, ce connard. Et c'est ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est ça. Quand je suis à Gaza, je montre des dessins qui défendent Israël, à Gaza. Quand je suis à Gaza, je fais ça. Avec une... je vous montrerai, j'en ai plein. Et alors, c'est pas de la provocation, mais c'est mon travail à moi. Vous voyez, par exemple, tiens, les tunnels de Gaza. Évidemment qu'il faut... moi, je suis allé à Gaza. Évidemment que ce sont des intolérants, les gens de Gaza qui dirigent, les gens du Hamas. Moi, j'ai parlé avec les gens du Hamas. C'est des intolérants. Mais à la fois, évidemment qu'on va parler des tunnels. Il faut parler des tunnels. Évidemment qu'ils balancent des armes par les tunnels contre Israël. Évidemment. Et à la fois, il y a d'autres tunnels dont on ne parle pas. Et ça, vous ferez. Les tunnels de Gaza, on va vous en parler. Les livraisons d'armes américaines pour les Israéliens. Si, on va en parler. Tout le monde en aura forcément parlé. Il y en aura 3 lignes. Mais les tunnels de Gaza, il y en aura des pages et des pages et des pages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ceux qui sont au milieu et qui sont palestiniens et qui meurent. Voilà. C'est ça mon... Donc, sur Israël, j'ai tout fait. Et même en Israël, je suis tombé dans un piège. Il y a un gars qui m'a interrogé. Il m'a amené sa femme qui était hyper sexy. Et c'est elle qui me posait des questions en papillonnant. Et en fait, c'était un piège. C'était pour me faire... Et en fait, à la fin, tout ce que j'ai dit... s'est retourné en disant « Ah oui, mais il a fait tel et tel dessin ». Ce n'était pas du tout les propos que j'avais faits, mais il voulait se faire le dessinateur français. Bon, ben, je suis habitué, hein. Je suis tellement habitué. Quand je suis allé en Iran, on m'a traité de tous les noms, on m'a dit que j'étais anti-musulman et que j'en voulais à l'islam. Je connais par cœur. Quand je suis allé en Turquie, c'est pareil. C'est mon boulot. On dirait que je vis avec ça du matin au soir. Donc vis-à-vis du dessin que vous nous avez fait voir avant, oui. Avec Netanyahou comme chien et avec Trump, oui. vous n'avez pas d'opposition politique, disons, c'est artistique. Aucune. C'est votre façon de vous exprimer. Aucune, je vais vous dire. On va revenir. Et puis de toute façon, à la fin, ça se termine par des réunions avec des Palestiniens et des Israéliens. Et c'est ça qui est important. C'est ça le nœud de Cartooning for Peace. Essayer de vivre avec des Israéliens, avec des Palestiniens, et essayer de revenir sur tous les malentendus. Et faire en sorte qu'ils se parlent. Abou Arafat, qui est un dessinateur de Jérusalem-Est, dont le frère est du Hamas, voit régulièrement Kishka à Jérusalem. Voilà. Et grâce à Cartooning for Peace. Voilà, c'est... voilà. Comme l'orchestre de Barenboim, qui est... Oui, alors... Non. Alors, j'ai beaucoup de respect. Oui, mais c'est une très bonne comparaison. Hein. J'ai du respect pour Barenboim, et il a raison, c'est génial. Seulement nous, on réunit, excusez-moi, mais alors là je suis très fort là-dessus, parce qu'on réunit des dessinateurs israéliens, palestiniens et libanais. Et là, quand je dis dans la même phrase israéliens, palestiniens et libanais, c'est inimaginable sur la planète de réunir sans se ramasser une grenade dans la gueule. Or, on l'a fait plusieurs fois à Genève et ailleurs. Non, et ça, Barenboim, je l'adore, j'ai un immense respect, mais le jour où il fera 3 violonistes palestiniens, israéliens et libanais... il manque des Libanais, parce qu'il y a des Palestiniens... Oui, mais il ne le fera pas à Gaza. Et il le fait là où il peut, et il a raison, et je l'admire pour ça. Et il a raison de le faire. Question ? Alors vous voyez, quand on est dessinateur, on voit le monsieur.
Alors, c'est Monsieur Perplexe. Et il est perplexe, il a fait la tête hochée. Non, non, c'est vous. Moi, Et, et il a fait comme ça. Et alors, deuxième truc, alors c'est un truc typique de dessin, on fait ça. Ouais, tu ne m'as pas convaincu, Pépère. Et tu ne m'as pas convaincu, Pépère. Je sais pas comment ça se traduit, mais je dis peut-être n'importe quoi. Hein, excusez-moi, j'aime bien déconner. Mais à la fois, je dis tiens, si j'interprétais quelqu'un qui est perplexe, je ferais ça, je ferais moi. Et c'est ce que vous m'avez fait comme visage. Mais c'est peut-être qu'il pensait à sa belle-sœur. Hein. C'est votre vision artistique, c'est ça Ouais. qui me fascine. C'est-à-dire que quand vous choisissez, Oui. vous avez un message politique Oui. à faire passer. C'est ça l'important. Ok. C'est ça le plus important. Et quels sont les contours, vous devez, comment dire, concevoir. Bah, par exemple, Oui. là, quand on me dit « Ah ouais, mais vous vous moquez des musulmans », je ne me moque pas des musulmans, je me moque des salafistes. Je ne suis pas dessinateur religieux, je suis dessinateur politique. Les salafistes font de la politique. Quand ils disent aux femmes si vous chantez, vous allez être transformés en cochons, moi j'appelle ça des cons. Voilà, c'est des cons. Je m'en fous qu'ils soient musulmans, je m'en fous de leur religion. Nuit gravement la laïcité. Voilà, c'est ça. Et là, quand je fais un dessin comme ça dans le Monde, à la une du Monde, quelle chance de l'avoir publié à la une du Monde. Vous n'imaginez pas. Je connais plein de journaux qui jamais ils publieront ça. Jamais. Et quelle chance d'avoir publié à 500 000 exemplaires dans un journal. Et évidemment qu'ils savent que je vais me faire traiter de tous les noms, en islamophobe, mais bien entendu que ça ne l'est pas. Tout en étant léger, parce que c'est. Oh bah, légèreté. ça- Non, mais il y a Ah, un mais tant mieux, un si c'est message, léger. Qui pèse dans Oui. vos dessins, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais c'est avec une certaine légèreté que j'arrive pas à expliquer. Mais Bah, je sais pas non plus. Là, quand je dessine sur les premiers réseaux sociaux, c'était Yahoo qui était. Vous voyez, on a des hommes politiques, ils défendent pas les citoyens. Yahoo a fait véhiculer des sites antisémites. Voilà. Alors qu'est-ce que tu penses dans mon ordinateur? Il n'a pas beaucoup de mémoire. Voilà, c'est une manière de dire les choses et à la fois, même encore aujourd'hui, je m'aperçois que nous ne sommes pas protégés contre les toutes formes de racisme, d'islamophobie, antisémitisme, antichrétien sur les réseaux sociaux. On n'est pas protégés contre ça. Et je pensais que nos femmes et nos hommes politiques, et je ne parle pas de la France, hein, je parle de tout le monde, hein, nous protégeraient contre ça. Nous ne sommes pas aujourd'hui protégés contre ça. Et c'est un des grands problèmes. Énorme, Parce énorme. que Alors, il y a cette énorme. extension des images. Que mais avant, j'étais un peu oui, mais confidentiel. exactement. Mais ça n'est plus un problème de dessinateur. On a ça en tête parce que moi je connaissais tous les dessinateurs qu'on a assassinés, mais c'est pas un problème de dessinateur, c'est un problème de citoyen. C'est-à-dire que maintenant, on le voit bien. Vous avez bien vu dans vos familles. Ah, tu portes le masque, tu portes pas le masque, je vais me faire vacciner. Ah non, moi, plutôt crever que de me faire vacciner. Je veux dire, dans nos familles, il y avait même des moments où on disait, ça, je ne vais pas en parler. À Noël, j'en parle pas. Et elle hoche la tête, là. Je ne sais pas à quoi elle pense, mais elle sait. Vous voyez? Et c'est pas la peine d'aller très loin. Le Covid, le coronavirus nous a amené à dire, Ouais. voilà. Vous avez fait quelque chose sur les gilets jaunes? Bien sûr. J'ai même peinturluré mon président en jaune pendant 2 ans. Et vous voyez, quand je vois un gilet jaune, bah, vous me dites gilet jaune, bah, je pense qu'à ça. Je pense en image. Voilà, je pense en image. Et d'ailleurs, il a entendu votre question, il s'approche, faites gaffe. Et alors, si je dis dans l'interview, et d'ailleurs il y a une poubelle qui arrive, on va dire, ah d'accord, on lui dit gilet jaune, lui il pense poubelle. Alors qu'en fait, on est en train de regarder une poubelle qui passe. Vous voyez? Et quand on tombe sur des gens qui sont mal intentionnés, c'est eux qui l'emportent. Mais ils ne le savent pas peut-être. Tu parles. Quand ils sont Tu parce parles. que les ignorants, Non. rarement ils savent qu'ils sont Non. bêtes. Non. Il y a... Oui, allez-y. Vous devez faire combien de dessins par semaine, par mois? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir rien dans la tête, d'être paniqué parce que vous n'avez pas... Ouais, ben j'ai pas le droit. Alors, maintenant, depuis 1 an, j'ai arrêté de travailler au Monde et en fait, je me rends compte que c'est très agréable de ne plus avoir le poids de la responsabilité d'un journal comme Le Monde.
J'ai adoré travailler avec eux, j'ai adoré. Je leur dois beaucoup. Tout ce que j'ai pas appris à l'école, c'est eux qui me l'ont appris. Mais j'ai plus ce problème-là. Et vous voyez, dans les films, on parle gilet jaune, et je vois le policier qui regarde, il dit, oh là, il regarde, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on se dit, tiens, il peut se passer un truc. Voilà, donc je proposais plusieurs brouillons au rédacteur en chef, et même quand, alors il y avait même, ils étaient même malins, parce que je proposais des fois 5 brouillons, et il me téléphonait, il me disait, bravo, on aime beaucoup tes 5 brouillons, on attend le 6e brouillon. Vous voyez, c'est une manière de dire, voilà. Vous voyez, et quand je veux calmer les choses, je reprends un proverbe arabe, les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles, et ça met tout le monde d'accord. Et voilà, c'est... Voilà. Mais, alors tiens, bah, je l'ai présenté à la télévision libanaise, à Beyrouth. Oh, scandale. Et en plus, j'étais invité le lendemain par le président Aoun, le président libanais, au palais de la présidence à Beyrouth. Le Hezbollah a fait un barrage pour que je ne puisse pas voir le président, parce que on avait osé montrer à la télévision libanaise l'étoile de David. Ils en sont là, hein. C'est même plus Israël, c'est l'étoile de David, impossible. Et d'ailleurs, quand je l'ai montré en direct, la fille de la télé me dit, comme ça, je connais ce geste, Et donc, Aoun a téléphoné à je sais pas, le président du Hezbollah, Nabir je ne sais plus comment, un chiite, lui a dit, tu me fais dégager, et en dégagé, je suis allé voir le président. Non, c'est, vous voyez, même un dessin gentil, pour certains, n'est pas un dessin gentil. Vous voyez, c'est... Le Aoun, c'était il y a 3 ans. Ouais. Voilà, c'est... Vous voyez, par exemple, un dessin... Qu'est-ce que j'ai eu comme ennui au moment où on parlait de la pédophilie? Les voies du Seigneur sont impénétrables, et le petit gamin, il dit, il y a bien qu'elle. Oh, et le fait que je l'ai publié dans le Monde, vous voyez? Et à chaque fois, on me dit, mais c'est pas vrai, tu l'as pas publié dans le Monde. Je dis, mais je te jure, il a été publié à 500 000 exemplaires, et les gens, je suis obligé de leur montrer le numéro du journal. Il a été publié à 500 000 exemplaires. J'ai eu tous les ennuis de la Terre, hein. J'ai eu même un procès, mais j'ai été relaxé. J'ai été relaxé. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu comme autre ennui? Celui-là, oui, j'ai eu des ennuis. C'est bien cette idée d'indemniser les victimes de pédophilie. Ouais, c'est une idée de ma femme, chérie, voilà. Et je savais pas que l'archevêque de Paris avait une petite amie. Si on l'a su après, mais je savais pas. Je l'ai fait comme ça. Voilà. Et je savais pas. Il a démissionné il y a 1 an. Je savais pas qu'il avait une petite amie. Est-ce qu'il y a des affaires, en ce moment, parmi vos amis dessinateurs qui sont particulièrement, risqués ou tout le temps, on n'arrête pas. Vous avez connu Sylvain? Sylvain, il est le responsable de la cellule alerte de Cartooning for Peace, des 11 personnes qui travaillent. Sylvain, il est au courant, il m'a mis au courant, il y a un Malaisien qui avait des ennuis, et ça a l'air de se calmer, Zunar, que vous avez rencontré. Zunar, il a eu plein d'ennuis à Kuala Lumpur. Là, on s'occupe beaucoup de Russes qui sont réfugiés. Je suis allé accueillir Victoria, qu'on avait vue à Moscou. Je l'ai accueillie à... Voilà, alors, elle était à Bruxelles, il n'y a pas longtemps. Et maintenant, elle est en Allemagne, et peut-être qu'elle ira... voilà. On travaille beaucoup avec l'ambassadeur. On a la chance, en France, d'avoir un ambassadeur des droits de l'homme. Là, en ce moment, c'est une ambassadrice. Et cette ambassadrice nous aide énormément pour aider à accueillir des dessinateurs menacés, ukrainiens, russes. En ce moment, c'est plutôt... voilà. Ah oui, ça, c'est la base de ce pourquoi on a créé Cartooning for Peace. D'abord, essayer de comprendre pourquoi, de faire des réunions dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on fait des rencontres un peu partout. Hein, là, c'était à Paris, mais on en a fait à Addis Abeba. On réunit des dessinateurs du monde entier et on a des thèmes et on essaye de... Et là, je me souviens que... Enfin bon, il y avait des dessinateurs qu'on voulait réconcilier parce qu'ils s'étaient... voilà, je vous dis, on est d'accord sur rien.
Mais ça sert à ça, Cartooning for Peace, c'est essayer de... Mais non, essaye de comprendre, il a fait ça, voilà. Voilà. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez été convoqué à l'ambassade de Chine Ouais. et à d'autres. Il n'y a aucun pays où vous êtes, où vous avez été interdit de séjour en fait, oui, si. Je me souviens que Bilbao, je devais y aller au moment des attentats basques. J'ai fait des dessins contre les terroristes basques, mais vraiment, voilà. J'ai pas été dans la dentelle. Et le consul de France à Bilbao m'a dit on annule l'expo, c'est pas possible. Islamabad, je vous dis, ça a été annulé. Beyrouth en 2000, je sais plus, ça a été annulé aussi. Ils m'ont dit écoutez, on a des sacs de sable et des tanks tout autour dans l'ambassade. Votre expo, on verra ça plus tard. Alors je l'ai fait plus tard. Si je comprends bien, ce sont pour des raisons de sécurité, de votre sécurité. Il n'y a pas de pays comme par exemple la Chine qui vous a... Ah non, au contraire. Alors je vais vous dire, j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise. Il y a 5 ans, je devais faire une exposition dans une ville de l'ouest de la Chine. Et j'ai dit à celui que je connaissais, je dis mais on est bien d'accord que l'expo, je ne pourrais pas tout montrer. Et il me dit, mais si, on peut tout, bien évidemment. Je dis, ah bon, j'étais sûr que je peux tout. Il me dit oui. Bon, alors je lui balance tous les dessins sur la Chine, tous les dessins sur le Tibet, et il ne dit rien. Je lui dis bon. Et le voyage devait avoir lieu, il y a un moment, c'était la semaine d'après. J'avais tout préparé, valise, billets, visa, passeport, tout. Et il me téléphone, il me dit, alors finalement, non, le Tibet, non. Je lui dis, oui, mais alors les dessins sur Tiananmen, non plus. Je dis, mais il y aura combien de dessins Alors on en a gardé 3, mais ils sont bien. Hein. Alors je lui dis, écoute, je ne viendrai pas. Et c'est là où j'ai fait une bêtise. En fait, j'aurais dû venir et j'aurais dû discuter ce que je fais partout. Là, j'étais au Venezuela, alors que évidemment le régime du Venezuela, c'est... Ah oui, j'étais à Caracas, il n'y a pas longtemps. Là, au mois de juin. Et c'était génial, parce que j'ai rencontré... Je détestais Hugo Chavez et j'aime pas Maduro. Et quand l'ambassadeur m'a dit on aimerait bien faire une expo, je lui ai dit vous êtes sûr et alors donc voilà, ça s'est passé au mois de juin. Et donc ils m'ont fait présenter les dessinateurs pro-Maduro, alors que je suis pas d'accord. Et on a même fait un direct avec Raima, qui est une dessinatrice très courageuse vénézuélienne, qui est réfugiée en Floride. Et donc c'était un endroit, vous voyez, comme à l'époque du mur de Berlin, où on pouvait utiliser l'Institut français pour réunir des opposants au régime soviétique. Je servis à ça, à faire des passerelles avec des opposants. Puis c'était passionnant. J'ai rencontré des journalistes qui ont été torturés, voilà. Et ça m'a énormément appris, mais comme toujours, j'ai rien visité. Vous ne me demandez pas ce qu'il y a de bien à voir à Caracas, j'ai rien vu. C'était quoi le rôle de dessinateur politique? Alors, je l'apprends par la force des choses. Vous savez, en France, on a cette phrase de Molière, de M. Jourdain, dans Le Bourgeois gentilhomme, qui dit qui apprend, il ne savait pas ce que c'était que des vers et de la prose. Et les vers, la prose, il ne savait pas. Et bien moi, je ne savais pas. J'adorais le dessin, j'adore la politique, je suis amoureux de la politique. J'adore ça. J'adorais le débat d'opinion. Je me souviens que ma mère, quand j'étais petit, qu'on allait des fois, il y avait des séances de cinéma à l'époque, et il y avait un débat à la fin du film. Et ma mère, elle marmonnait. L'autre, alors je donnais un coup de coude à ma main, je lui disais, mais dis-le. Jamais, ma mère disait. Et elle m'a appris ce que c'était que la France silencieuse. C'est une expression qu'on utilisait beaucoup avant. Mes parents, c'était la vraie France silencieuse. Non. Alors moi je savais ce qu'il pensait, mais il le disait jamais. Et je pense que ça a dû accompagner ma vie, en disant mais non, dis-le. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses passionnantes
même si c'est une bêtise. Et d'ailleurs, quand je vais dans les écoles, je dis aux enfants, mais attends, mais même si c'est une connerie, mais dis-la, je m'en fous, on s'en fout, les autres vont se moquer. Tu vas voir, je vais te défendre. Et si c'est une bêtise, et si on est 200, et que tu es le seul à avoir cette opinion, on l'entend. Tu as peut-être tort, mais c'est pas grave, c'est ton opinion, vas-y, balance. Et puis des fois, il y en a qui arrivent avec la capuche, tout ça, ah monsieur, moi alors vous dessinez Trump, Biden, Macron, je vais vous dessiner quelque chose de... C'est autre chose. Je dis, bah, tiens, bah, viens dessiner. Donc il vient, il dessine sur mon iPad, et il me dessine souvent un lapin, une souris, un lapin, un chat, et puis il repart, il dit, t'as vu? parce que des fois ils me disent, ouais, dessinez la prof, madame machin, dessinez-la. Je dis, bah si vous voulez, alors elle commence à flageoler, là. Et je dis, non, vous allez voir. Et je dis, ben, tiens, mais mieux, plutôt, parce qu'ils me disent, dessinez les poils, elle a des poils aux jambes, et puis elle a la moustache. Alors je le regarde, vous êtes sûr qu'elle a de la moustache? Alors elle commence à blême, là. Et puis je dis, ben tiens, ben viens faire le dessin. Alors le gars qui avait dit dessiner des poils, je dis, alors on est bien d'accord, tu vas dessiner les poils, hein, parce que tu veux lui faire de la peine, hein, on est d'accord, hein, c'est... Non, monsieur, je rigole. Mais attends, tu veux dessiner les poils ou pas? Non, mais en tout cas, je ne veux pas lui faire de la peine. Bon, tu la regardes, tu dis, tu fais ce que tu veux. Moi, tu dessines ce que tu veux. Tu veux lui faire de la peine ou tu ne veux pas lui faire de la peine? À la fin, il fait un dessin, mais c'est bisounours. C'est mignon. Et parce qu'ils sont tous bisounours. Mais ils croient que... voilà, c'est comme ça tout le temps, ils connaissent par cœur. Hein, pour vous, le concept du discours de haine, il existe ou non? Bien sûr. Hate speech. Et c'est quoi pour vous? Alors, je crois, elle le dira mieux, je crois que je ne sais pas ce que c'est que la haine, moi personnellement. D'abord, je suis ridicule quand je suis en colère, et quand je suis tellement ridicule en colère, qu'en fait, la même chose, je devrais le faire en dessin. Et en fait, si je faisais du violon, si j'étais capable de faire... je joue un peu de guitare, mais nul. Si je savais le raconter en musique, je ferais de la musique. Et je crois que si on était tous... on faisait de l'opéra, de la chanson, et si on savait faire ça, et qu'on avait envie de traduire nos colères au travers d'un poème, au travers d'une chanson, au travers d'un dessin, d'une photo. Moi, dans les interviews, il y a 10 ans, j'ai dit ça, je me souviens d'un titre, j'ai dit si j'avais pas été dessinateur, je serais terroriste. Parce qu'on a tous en nous, c'est pas possible. Et moi, je peux faire le dessin. Et une fois que je fais le dessin, ça y est, c'est parti. Ça m'a lavé la tête. Et ça, c'est très agréable. Et je crois pas que j'ai fait des dessins pas gentils, hein, mais je crois pas que j'ai fait des... Hein? Il n'y avait pas de haine. On ne voyait pas ça, on voyait que vous étiez contre... Oui. Vous étiez fâché contre une réaction. Oui, exactement. Une injustice, exactement. Mais c'était pas... Exactement. Par exemple, quand je me moque du Hamas, que si ceux qui sont contre la charia, levez la main. Bon, ben voilà, moi j'aime bien ça. Voilà, c'est évidemment que le Hamas, je déteste les opinions du Hamas, mais à la fois, on peut faire un dessin rigolo. Voilà. Et ça, je l'ai montré en Palestine. Hein, voilà. Et par exemple, un dessin réconciliateur, paru à la une du Monde, avec des draps roses, 3 hommes dans un lit, avec des draps roses déjà. Je me souviens de la conversation avec le rédacteur en chef, il dit « Attends, t'as mis des draps roses Ah ouais, non, ça... Conversation de 10 minutes. Hein, Eh bien, en fait, il a été publié. Vous voyez, c'est la magie de l'amour que j'ai pour mon journal et l'estime mutuelle que j'ai connue pendant 50 ans, avec des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi, mais à la fin, le dessin était publié. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance et pas beaucoup de... Et aujourd'hui, pour mieux répondre à une des questions, il y a beaucoup de rédacteurs en chef qui disent « Non, on ne va pas mettre de dessinateur, on va mettre autre chose. » Et ça, c'est... Je crois que ça va. Je crois que j'ai fait le tour du sujet. Vous avez encore une...
Est-ce que vous avez des nouvelles du New York Times depuis qu'ils ont décidé de ne Bah, pas publier des non. dessins? Les dessinateurs qui ont été Antonio, même plus grave que ça, Antonio a été sur toute la planète entière considéré comme un dessinateur antisémite. C'est une honte qu'on l'ait traité d'antisémite. Et même mieux, vous ne le savez pas, Courrier International, qui publiait ses dessins toutes les semaines, ouais. C'est incroyable. Ouais. Vous voyez, et ça, moi je me souviens dans nos conversations, moi je le défends, ce dessinateur, mais même au sein de Cartooning, il y a eu des dessinateurs qui ont dit « ouais, mais là quand même, il y va fort, c'est très bien, c'est le débat, c'est le débat ». Et d'ailleurs, le même dessin, dessiné par un Tunisien, avec, pareil, avec les Saoudiens, mais avec Trump, c'est passé comme une lettre à la poste, il n'y a pas eu de problème, comme par hasard. Parce qu'il y a des gens qui sont très bien organisés pour traiter les gens d'antisémites, et puis, bon, bah, pour ce dessin-là, bah, ça n'en fait pas un dessin islamophobe. Voilà, c'est un dessin qui se moque de Trump, qui se moque des Saoudiens, et c'est pas un dessin... Bon, bah, merci beaucoup. Merci.